Merci à Content Square et à l'équipe de Couples de nous avoir fait part de leur témoignage. C'était très complet et intéressant. Alors, je vais prendre le relais, cette fois-ci plus sur la partie acquisition paid, spéciale retail. Donc, je me présente, je m'appelle Maxime Faure. Je suis directeur associé d'AdsUp Consulting, que j'ai rejoint à sa création en 2012. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas AdsUp, je vous ai mis un rapide euh, aperçu de notre périmètre d'expertise. On est aujourd'hui le premier cabinet indépendant de France spécialisé en stratégie et optimisation de campagne sur le search, donc SIA, SMA, donc tout ce qui est social ads, Facebook, Instagram, Pinterest, etc., mais aussi display programmatique, et également un accompagnement sur le volet audience pour unifier l'ensemble de ces canaux d'acquisition. Donc on accompagne aujourd'hui de nombreux clients et de nombreuses références retail, vous en avez ici quelques-unes. Ça va de la start-up à des très grandes entreprises et des marques de renom, avec un portefeuille majoritairement composé à plus de 50% de e-commerçants. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on fait chez AdsUp. Donc, la thématique aujourd'hui, c'est comment maintenir un CA intéressant et même comment, j'allais dire, booster son chiffre d'affaires grâce au SIA, avec quelques tips que je vais vous donner qui sont très concrets, très pragmatiques, peut-être parfois un peu techniques sur comment faire et quoi mettre en place très concrètement sur un compte Google Ads pour booster son chiffre d'affaires dans ce contexte assez particulier. Donc, un petit état des lieux avant pour commencer. Les différents secteurs qu'on accompagne ont été touchés plus ou moins fortement. On les a ici catégorisés. Alors, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais on voit que certains secteurs sont beaucoup plus impactés que d'autres, notamment le travel, bien sûr, la restauration, et d'autres plutôt en sens inverse, j'allais dire presque même en croissance pour certains, même certains sont vraiment en croissance, sur la partie e-commerce. Le retail est un peu plus impacté parce qu'on parle de points de vente physiques, donc c'est toujours plus problématique quand les gens sont confinés. Mais on va le voir, il y a beaucoup de consommateurs qui se sont du coup rapatriés sur le digital. Je vais vous donner quelques chiffres, 3 chiffres intéressants. 64% des consommateurs restent convaincus qu'ils ont pu réaliser des économies pendant le confinement. Ça, c'est le premier point à avoir en tête. On peut se dire, est-ce que les consommateurs seront au rendez-vous après le confinement, donc le déconfinement. 64% des consommateurs déclarent qu'ils ont réussi à mettre de côté pendant ce confinement parce que moins de consommation, moins de dépenses, plus d'économies, et aussi avec tous les dispositifs qui ont été mis en place par l'État. Les salaires, pour la plupart, ne sont pas arrêtés de tomber. Donc, il y a eu une petite épargne qui s'est constituée et il faut aller chercher ces consommateurs-là. Ensuite, 43% avouent avoir hâte de retrouver le plaisir de consommer. Donc, il y a non seulement une épargne qui s'est constituée, mais en plus une envie de retourner à la consommation après le confinement, de se faire plaisir de nouveau, de sortir, de consommer, etc. Donc, il faut là aussi être présent. Et dernier chiffre, 60% des consommateurs ont shifté, entre guillemets, c'est-à-dire ont basculé du offline vers le online pendant la période de confinement. Donc, tous ceux qui voulaient, par exemple, s'acheter des vêtements, s'acheter du matériel de jardinage, peu importe, et qui se sont retrouvés face à des magasins fermés, ont basculé sur le digital pour pouvoir réaliser ces achats-là. Donc, en plus on va dire, du potentiel qu'il y a de consommateurs qui vont recommencer à consommer à partir du déconfinement, il y a en plus tous ces nouveaux clients qu'on a pu acquérir pendant le confinement. Ce sont tous les clients qui, peut-être pour la plupart, n'avaient pas l'habitude du digital et qui étaient plutôt adeptes de la consommation en point de vente physique, qui se sont du coup retrouvés obligés d'aller sur le web pour faire ces achats-là. Et du coup, ces clients-là sont nouveaux, il y a une grosse acquisition qui a été faite, et il faut pouvoir fidéliser cette clientèle. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec des éléments très concrets que vous pouvez déployer. Déjà, sur la partie SIA, il y a un levier incontournable qui s'appelle Google Shopping. Google Shopping, généralement, sur les comptes que l'on accompagne, c'est très souvent plus de 50% au bas mot des dépenses sur un compte Google Ads pour un e-commerçant, un retailer.
Donc, c'est un levier, j'allais dire un levier dans le levier, mais c'est vraiment un canal d'acquisition à ne pas négliger. Il faut vraiment qu'il fasse partie intégrante de la stratégie et il doit faire l'objet d'une optimisation bien dédiée. Quand on parle de SIA, on pense souvent aux annonces sur Google ou sur Bing ou tout autre moteur de recherche. On voit les petites annonces en haut de page. En réalité, il y a un énorme levier qui est Google Shopping et on ne peut vraiment pas passer à côté. Donc, j'ai décidé en fait de vous faire un focus sur Google Shopping et ensuite on fera un focus sur la partie audience qui est également importante. Donc, sur la partie Google Shopping, il faut vraiment que vous soyez à jour pour conserver et développer, continuer de développer ce chiffre d'affaires post-confinement. À savoir, donc, Google a annoncé il y a quelques jours le lancement d'une version Google Shopping gratuit. Alors, j'ai mis gratuit entre guillemets parce que, bien sûr, avoir des annonces qui ressemblent à des annonces shopping en dessous des annonces payantes, qui, elles, pour le pendant du SEO voilà, en search par rapport au SIA sur les annonces sponsorisées. C'est la même chose, mais sur Google Shopping, parce que jusqu'à présent, sur Google Shopping, il n'y avait pas d'affichage gratuit, en tout cas dans le search. Il y avait l'onglet Google Shopping sur le moteur où il y avait toute la partie shopping, mais c'était des liens payants. Donc ici, vous avez un aperçu dynamique de ce à quoi ça ressemble. Je vous en ai mis un autre ici. Donc en haut, ce sont les fiches sponsorisées, et en dessous, ce sont des fiches où le clic va être gratuit. Donc il va falloir se référencer à cet endroit-là, et ça va pouvoir vous apporter un incrément de trafic via les fiches shopping, qui pour le coup sera complètement gratuit. Alors pour l'instant, cette fonctionnalité se déploie aux US. En France, il y a quelques brides de déploiement du produit. On a constaté sur certains comptes Google Merchant Center, qui est la plateforme qui permet d'héberger en fait les fiches produits des retailers, des e-commerçants. On a constaté l'apparition d'un nouvel affichage à droite qui s'appelle Plateforme Google. Auparavant, nous n'avions que Annonce Shopping, donc qui représentait le catalogue produit sur la partie Google Shopping payante. Plateforme Google, c'est tout le catalogue produit que vous avez uploadé sur la partie Google Shopping gratuite. Donc là, on voit que sur ce client-là, par exemple, ici, on a à gauche les produits qui tournaient depuis bien avant le 12 avril, depuis plusieurs années. Et là, depuis entre le 27 et le 30 avril, on a réussi à indexer sur la partie gratuite les différents produits. Ça n'apparaît pas encore sur la France, mais ça devrait être le cas normalement d'ici la fin de l'année. Donc, c'est un levier sur lequel il faut s'engouffrer. Ensuite, sur la partie flux, il faut savoir qu'on nous pose souvent la question, Google Shopping, c'est très bien, ça tourne, mais comment je peux faire pour optimiser mes campagnes ? Plus de 50% de la réussite d'une campagne shopping, c'est le flux. C'est-à-dire, Google va regarder avant tout votre flux, et c'est le flux qui indiquera à Google sur quoi diffuser. Parce que sur Google Shopping, on n'achète pas de mots-clés. La diffusion se fait de manière automatique. Donc, on vous a mis un exemple ici, très pragmatique, encore une fois, on ne rentre pas dans le détail, mais par exemple, sur vos titres dans le flux, essayez de les rendre les plus complets possibles avec un maximum de détails. La taille maximale d'un titre est très longue. J'ai plus le chiffre en tête exactement, mais vous avez la possibilité de mettre des titres vraiment très longs. Alors bien sûr, dans l'affichage Google, le début apparaîtra et la fin non, mais c'est pas grave, ça donne l'information à Google de qu'est-ce que c'est que ce produit, quelle est sa contenance, quelle est sa couleur, sa taille, sa matière, où est-ce qu'il a été fabriqué. Voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir dans les titres et bien sûr essayer de privilégier les informations importantes pour le consommateur en premier parce que c'est ça qui apparaîtra visuellement. Ensuite, dans les flux, essayez de donner un maximum d'informations aussi. Vous pouvez créer ce qu'on appelle des custom labels. Ce sont des colonnes spéciales dans lesquelles vous pouvez renseigner des informations liées à la saisonnalité, par exemple. Est-ce que c'est une collection printemps, collection été, collection automne, etc. Des informations liées aux promotions. Par exemple, vous souhaitez mettre en avant certains produits pour des ventes flash, vous taguez en fait tous vos produits concernés avec vente flash. Et derrière, on peut créer une campagne dédiée avec les produits vente flash, pour la vente flash. Idem pour volume de vente, marge, période de fête. Alors la marge, c'est très intéressant aussi parce que tous les produits il n'y a pas la même marge sur tous les produits de votre catalogue généralement, donc il faut c'est intéressant de renseigner la marge, c'est-à-dire combien vous gagnez concrètement sur chacun des produits, et ça permet ensuite de créer des campagnes distinctes en fonction du niveau de marge. C'est-à-dire on peut mettre une campagne un peu plus agressive par exemple sur les produits sur lesquels vous margez beaucoup, et on sera plus limité sur les produits à marge faible. Donc on peut aussi découper de cette manière-là.
etc., etc. Là, ce sont quelques exemples pour optimiser son flux. Ensuite, vous avez ça aussi c'est une nouveauté, vous avez la possibilité de surveiller en fait les prix de vos concurrents sur des fiches produits précises. Très souvent aussi, les performances d'une campagne shopping et des différents produits qu'elle comporte sont liées au prix que vous proposez. C'est parfois un peu triste à dire, mais c'est souvent le prix le plus intéressant qui va l'emporter. Bon, il y a d'autres choses, bien sûr, qui vont entrer en compte, hein, mais souvent, le prix est un critère déterminant pour le consommateur. Donc, si jamais vous voyez que, par exemple, certains produits du jour au lendemain ne fonctionnent plus, vous avez la possibilité d'afficher ce genre de rapport. Et là, vous avez le prix que vous proposez sur chacun des produits. Et ensuite, vous avez les prix proposés par la concurrence. Par exemple, la moyenne des prix constatés sur le même produit chez les concurrents. Donc, il faut surveiller aussi ça tous les jours et adapter vos prix en conséquence. Si vous êtes propriétaire de votre marque, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle un Manufacturer Center. Ça, c'est moins connu, pourtant c'est très intéressant. On pense souvent au Google Merchant Center, mais vous avez le Manufacturer Center, c'est en fait un centre dédié, vous avez un aperçu ici, où vous allez renseigner vos produits. Il faut que vous soyez vraiment propriétaire des produits fabriqués dans produit-là et propriétaire de votre marque. Vous êtes le fabricant, le fournisseur. Donc, là, on a pris un exemple avec, par exemple, le Google Chromecast. Google peut, du coup, créer son propre Manufacturer Center, uploader les fiches des différents modèles de Chromecast et pourra renseigner des informations plus précises que sur le Google Merchant Center. Par exemple, avec quel produit, avec quel appareil le Chromecast est-il compatible? Il est compatible, par exemple, avec les iPhones. Très bien. Donc, Google peut le renseigner sur le Manufacturer. Ensuite, dans une requête, étant donné que sur le Manufacturer Center, il est précisé que c'est compatible avec les iPhones, le produit pourra potentiellement apparaître sur ce type de requête. Donc, ça donne des informations supplémentaires à Google pour derrière encore plus optimiser sa diffusion sur le moteur de recherche sur des mots-clés très précis. Donc, si vous êtes propriétaire de votre marque, n'hésitez pas à créer le Manufacturer. Google Shopping aussi, il existe une nouvelle version de Google Shopping qui s'appelle Universal Shopping Campaigns. En fait, c'est une nouvelle version de campagne Google Shopping qui permet de diffuser vos campagnes shopping non plus que sur Google, mais également sur toutes les plateformes Google telles que Gmail, YouTube ou même encore le display sur tout le réseau AdSense. Donc, vos fiches avec ce type de campagne vont se retrouver, voilà, on a un aperçu ici dans les boîtes Gmail, sur YouTube, et j'ai pas mis d'aperçu, mais aussi sur le réseau display classique, donc en se naviguant sur des sites tels que Le Monde, Le Figaro, etc. Ces campagnes-là, au-delà d'être très efficaces, sont en plus compatibles, proposent des fonctionnalités qui sont exclusives à ce type de campagne. Par exemple, vous avez la possibilité de pondérer la valeur de vos anciens et de vos nouveaux clients. Si par exemple vous souhaitez faire de l'acquisition spécifiquement de nouveaux clients et vous ne souhaitez pas faire recommander les anciens clients, en tout cas pas dépenser en campagne paid pour les anciens clients, mais seulement, en tout cas en priorisant les nouveaux clients, vous avez la possibilité sur ce type de campagne-là, USC, de pondérer à la hausse la valeur d'un client nouveau. Donc de dire, si c'est un client nouveau qui commande, je pondère à la hausse le chiffre d'affaires qui va être remonté sur la plateforme. Donc la campagne ira chercher essentiellement à vous faire du nouveau client et pas à faire recommander les anciens, parce que ce sera plus intéressant. Vous avez aussi la possibilité de pondérer, par exemple, les visites en magasin à la hausse, de dire, moi, je veux que cette campagne, elle m'amène des visiteurs dans mes boutiques. Donc, quand on a une visite en magasin, ça me ramène telle valeur de conversion. Donc, pareil, vous pouvez la pondérer à la hausse. Et donc, la campagne essaiera avant tout de vous générer des visites dans les boutiques plutôt que de vous faire des commandes en ligne. Voilà, ça, c'est des fonctionnalités super intéressantes qu'on trouve dans ce type de campagne-là, USC. Alors, il y a aussi une fonctionnalité qui s'appelle Showcase Shopping. Ça permet de se positionner sur des termes beaucoup plus génériques. Par exemple, on a pris chemise, quelqu'un qui tape chemise. Justement, il y a l'exemple de The Couples, qui est également, au passage, l'un de nos clients sur la partie, justement, acquisition, paid et également social media, notamment sur les US. Quelqu'un qui tape chemise, voilà, on a fait du showcase pour The Couples. Ça apparaît
sur cette requête. Mais en fait, le fait de cliquer sur The Couples ouvrira une sorte de mini-boutique qui proposera tous les produits The Couples à l'intérieur. Donc, c'est comme un mini-univers marque qui peut ressortir sur des requêtes très génériques. Donc, très intéressant à déployer aussi. Les CSS, ça, c'est les services de comparateur de prix. Alors, j'aurai peut-être pas le temps d'expliquer dans le détail ce que c'est, mais grosso modo, le fait de les utiliser vous permet de faire des économies sur le coût au clic, parce qu'il faut savoir que Google prend une marge de 20% quand vous diffusez via Google Shopping. Donc, vous pouvez passer par un fournisseur tiers qui vous permet de réaliser une économie de 20% sur les clics. Alors ensuite, son tarif est à négocier, mais ça vous permet d'économiser une économie substantielle de 20% sur les clics. Donc en termes d'économie budgétaire, le sujet, je sais, de cette conférence, c'est booster son chiffre d'affaires. Si on peut en plus augmenter son niveau de marge, c'est aussi génial. Donc 20% d'économie sur les CPC. Je vous ai mis ici un cas avec l'un de nos clients Natal Market, sur lequel on a déployé un comparateur de prix tiers et qui a en fait à CPC ISO, plutôt que de faire une économie de 20% sur les clics, on a décidé de maintenir le même niveau, mais ce qui fait que ça permet de bider au final plus. Et donc, on a constaté un incrément de trafic et de conversion depuis le branchement du CSS. On a d'autres cas clients aussi comme ça sur les CSS. Chaque annonceur est unique, donc vous avez peut-être vos propres retours d'expérience. Ça serait intéressant d'en discuter. Mais on n'est généralement pas déçu de la bascule. Vous avez aussi une nouvelle plateforme, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Shopping Actions, qui là en fait, très clairement, Google essaye de marcher un peu sur les pas de Amazon en proposant sa propre marketplace. Donc là-dessus, vous retrouvez les produits des annonceurs partenaires et vous avez la possibilité de candidater pour être présent sur cette marketplace Google. Le coût est à la vente, donc vous ne payez pas au clic sur cette marketplace, vous payez vraiment que quand vous vendez un produit. Google prend un pourcentage de la vente sous forme d'une commission qui va varier en fonction du secteur sur lequel vous vendez. La commission est plus ou moins importante. Et Google propose des avantages quand même assez conséquents pour les acheteurs, comme une garantie, une protection de l'acheteur à hauteur de 1 000 € en cas de litige, le remboursement, etc. En fait, Google agit vraiment comme un tiers de confiance. Et personnellement, j'ai déjà commandé des produits sur cette marketplace. C'est vraiment très simple. Généralement, la carte bancaire est enregistrée sur Google Pay. Donc, on paye en un clic et le produit arrive à la maison. Donc, ne loupez pas non plus le coche Shopping Actions qui va représenter rapidement, je pense, une grosse volumétrie de trafic pour les commerçants et les retailers. Pour le côté local, alors on a les fameuses campagnes Local Inventory Ads. Ça pareil, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas nouveau, mais ça permet d'afficher la distance au point de vente le plus proche directement dans les fiches produits shopping. Donc ça fait l'objet d'un flux dédié, pareil, qu'il faut mettre en place, et ça peut vous apporter un incrément de trafic dans les boutiques. Voilà, alors c'est assez soutenu, assez rapide, c'est volontaire parce que le temps est court, mais voilà, je me devais de vous donner, alors c'est non exhaustif, il y a encore plein de choses que vous pouvez faire avec Shopping, ça vous donne une idée déjà, et aussi de cerner, j'allais dire, le niveau de maturité que vous pouvez avoir avec Google Shopping, et de vous montrer qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de fonctionnalités qu'on peut déployer, et que c'est pas simplement je crée ma campagne Shopping, je lance et ça tourne. C'est en fait plein de choses on peut venir enrichir de plein de fonctionnalités, et faire plein de choses avec ce levier-là qui, encore une fois, représente souvent la majorité des dépenses pour les retailers, les e-commerçants sur le SIA. Donc, il ne faut pas le négliger. Alors, rapidement, donc là, c'était quelques fonctionnalités de manière un peu pragmatique, technique, mais quelle stratégie adopter en après-crise? Enfin, après-crise. En tout cas, à partir du 11 mai, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut miser à fond sur les audiences. J'en avais déjà parlé au dernier webinaire Engage and Convert. Et il faut absolument que vous vous basiez et que vous capitalisiez surtout, par exemple, sur les clients, les nouveaux clients que vous avez pu acquérir pendant la période de confinement. Vous avez la possibilité déjà, c'est la première chose que je vous invite à faire sur un compte Google, de créer des listes d'audience sur la période du confinement. Alors là, j'ai mis 17 mars au 30 avril, vous pouvez pousser jusqu'au 11 mai, mais c'est pour vous donner l'idée, c'est créer cette liste-là. Vous pouvez la créer de manière rétroactive, c'est-à-dire même si vous n'aviez pas créé la liste, vous n'aviez pas pensé à le faire, vous cochez une case rétroactivité et ça va vous embaser toutes les personnes qui sont venues sur votre site pendant cette période-là. Et les personnes qui sont venues pendant cette période-là sont venues dans un contexte très particulier et vous pouvez vous adresser à elles d'une manière particulière, justement. On va voir comment. Donc, ces personnes-là,
que faire d'elles? Toutes celles qui sont venues, qui ont commandé ou pas, mais en tout cas qui sont venues pendant cette période. Vous pouvez vous réengager avec elles ou sur le display ou sur le search. Alors, le display, c'est le retargeting classique tel qu'on le connaît, hein, à la Criteo, on va afficher des bannières sur les sites externes. Moi, je vais me focaliser, pour rester dans la thématique de cette intervention, sur le search. On peut faire du remarketing sur le search, ça, généralement, on le sait un peu moins. Ça s'appelle le RLSA, ça veut dire Retargeting List for Search Ads. Et donc, il y a 3 stratégies autour de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce bassin-là qui est venu en mars et en avril? Déjà, on peut envisager de se positionner, stratégie numéro 1, sur des keywords un peu plus génériques. Par exemple, je prends un exemple bateau, vous vendez des machines à café. Vous pouvez vous positionner peut-être sur machine à café en large, plutôt que d'acheter tous les modèles, en mots-clés tous les modèles de machines, où certes, ça sera un peu plus héroïste. Vous pouvez envisager d'acheter le mot-clé machine à café en large, mais de restreindre la diffusion uniquement aux personnes qui sont venues sur votre site pendant le confinement et qui n'ont pas commandé. Donc ça permet en gros d'acheter un mot-clé large qui généralement est coûteux, où il y a beaucoup de volume et c'est compliqué de faire de la rentabilité, mais de restreindre l'apparition du message, de l'annonce, uniquement auprès de ceux qui vous connaissent déjà parce qu'ils sont venus pendant le confinement. Donc ça réduit le coût et il y a plus de probabilité de convertir, donc généralement c'est plus rentable. Ensuite, stratégie 2, vous pouvez adapter vos enchères sur les différents keywords que vous achetez déjà. Idem, de dire par exemple tous ceux qui sont venus pendant le confinement et qui n'ont pas acheté, peut-être là pour la reprise mettre un petit ajustement à la hausse de plus 10, plus 20% sur les keywords que j'achète déjà sur mon compte et d'observer le comportement de cette audience. Et stratégie numéro 3, vous pouvez modifier tout simplement le message dans les annonces. Vous avez mis un exemple ici. Par exemple, pour les nouveaux visiteurs, on va dire qu'on expédie en 48 heures et qu'on est ouvert. Il faut bien communiquer sur le fait que ça y est, l'activité a repris et que vous proposez, vous êtes 100% ouvert et disponible. Et quelqu'un qui est déjà venu pendant le confinement, vous pouvez, par exemple, envisager un code, de lui montrer un code de réduction, moins 20%, par exemple, on a mis code déconfinement. Voilà, ça permet en gros de proposer quelque chose d'exclusif à quelqu'un qui était présent pendant le contexte du confinement et se réengager avec ces personnes-là. Et ensuite, à vous de construire. Alors, vous avez les 3 stratégies ici, c'est très bien, mais il faut vous construire une stratégie d'audience, ce qu'on appelle l'audience board chez AdsUp. C'est-à-dire, vous devez avoir, vous pouvez prendre un crayon, un carnet, et vous devez dessiner cette audience board. Il faut savoir précisément sur quelles audiences vous allez communiquer et comment, et qu'est-ce que vous allez faire derrière auprès de ces audiences. Est-ce qu'on va modifier l'enchère? Est-ce qu'on va modifier le message? Est-ce qu'on va acheter des mots-clés qu'on n'achète pas pour les autres? Voilà. Il faut que vous conceviez cette stratégie d'audience, et c'est ça vraiment qui fera le succès de vos campagnes. Communiquer auprès de tout le monde sur tous les mots-clés de la même façon ne fonctionnera pas. Il faut personnaliser le message, les enchères, justement à ce contexte-là, en fonction des audiences. Donc, vous avez plusieurs types de data à votre disposition. Vous avez toute la data accumulée sur le site. Donc, vous avez mis quelques exemples. Par exemple, toutes ces personnes-là qui sont venues mais qui n'ont pas acheté, tous les profils jumeaux de ces personnes-là, à ceux qui achètent, tous ceux qui ont acheté, tous ceux qui ont passé plus de X heures sur mon site, tous ceux qui ont vu des vidéos, par exemple, sur ma chaîne YouTube. Voilà, à vous d'identifier les bassins les plus pertinents et ensuite de décider ce que vous allez faire de ces bassins. Ce qu'on a mis en bas, où on va booster les CPC. On peut aussi réduire les CPC, voire même annuler complètement la diffusion sur certains mots-clés, sur certains bassins d'audience, et ou créer des annonces personnalisées. Et après, vous avez toute la data externe, donc la data Google ou la data de fournisseurs tiers, la data 3P, que vous pouvez cumuler, par exemple les acheteurs compulsifs, les aficionados de musique si vous vendez des instruments de musique, etc., etc. Donc là, pareil, c'est très vaste, il y a beaucoup de data externe. Vos datas sur le site, souvent, sont aussi assez vastes. Donc, il faut vraiment se poser et décider, en gros, de quelle stratégie on adapte au niveau de ces audiences. Et une fois qu'on a dessiné cette audience board, seulement après, on monte les campagnes. Et les campagnes doivent refléter l'audience board. Et enfin, sur la partie audience, il faut capitaliser. Je donnais la statistique au tout début du nombre de personnes qui ont fait le switch sur le digital. C'est tout un vivier de nouveaux clients potentiels. Il faut capitaliser sur ces clients-là après le déconfinement. Donc, c'est ce qu'on appelle la lifetime value, c'est capitalisation sur les clients existants. Alors, vous pouvez catégoriser ces clients-là en fonction de 3 critères. La récence,
c'est-à-dire de quand date son dernier achat, est-ce qu'il avait commandé avant aussi le confinement, ou est-ce qu'il est venu commander juste pendant le confinement, la fréquence d'achat, c'est-à-dire combien il a fait d'achats, est-ce qu'il a commandé souvent pendant le confinement ou pas, ou il a fait un seul achat, et combien il dépense en moyenne. Donc récence, fréquence, montant. À partir de là, vous pouvez sortir ce type de matrice qui est triée en fonction de la récence, de la fréquence et du montant. Donc on le voit en abscisse, plus on va vers la droite, plus la récence plus l'achat est lointain. Tout à droite, il y a plus de 85 jours. Non, pardon, à droite, il y a moins de 85 jours. Et à gauche, c'est beaucoup plus lointain. C'est l'inverse. À gauche, il a commandé il y a longtemps. À droite, il a commandé assez récemment. En ordonnée, on a la fréquence. En haut, il a commandé une fois. En bas, il a commandé souvent, 5 fois ou plus. Et ensuite, vous avez des sous-segmentations en fonction du panier moyen de cet acheteur. Donc, vous pouvez identifier 4 grandes stratégies. Alors, c'est un exemple, hein, vous pouvez aussi le faire plein d'autres façons différentes, mais c'est pour vous donner un peu l'idée de ce qui est possible de faire. Il faut dissocier les anciens clients, les nouveaux clients, les clients potentiels et les top clients. Donc, on vous les a identifiés ici avec les 4 couleurs. Et une fois que ces clients-là sont identifiés, eh bien, vous concevez en fait une stratégie d'audience autour de ces bassins-là. Les anciens clients, il faut les faire revenir. Donc, vous pouvez par exemple faire du RLSA en adaptant le wording, en proposant par exemple un code promo. Les nouveaux clients, il faut les fidéliser. Tous ceux qui ont commandé pour la première fois pendant le confinement chez vous, il faut les faire revenir là aussi. Donc, pareil, coupon promo, augmenter les enchères auprès de la pression publicitaire auprès de cette cible, par exemple. Ou inversement, hein, si vous ne souhaitez pas les faire recommander, vous pouvez réduire la pression publicitaire sur cette cible. Les clients potentiels, il faut se réengager, donc ceux qui commandent assez souvent. Vous pouvez par exemple vous positionner sur des keywords génériques uniquement pour eux, parce que s'ils commandent souvent chez vous, vous pouvez étendre le spectre sémantique, et donc vous positionnez sur des keywords beaucoup plus génériques que pour les autres, parce que vous savez qu'il y a plus de chances qu'ils commandent chez vous. Et après, les top clients, ceux qui commandent souvent, ceux qui ont des super paniers moyens, etc., là, il ne faut surtout pas les perdre, il ne faut pas les lâcher. Vous pouvez même, par exemple, envisager de couper votre notoriété pour ces clients-là, parce que vous savez, de toute façon, ils commandent plusieurs fois par an sur des gros montants, etc. Donc, peut-être c'est plus la peine d'acheter la noto en search, je parle. Il ne faut bien sûr pas arrêter les investissements sur la notoriété. Et vous pouvez positionner sur des keywords plus génériques et toujours, bien sûr, personnaliser le message. Donc voilà, à chaque secteur, sa stratégie, mais la stratégie d'audience est vraiment primordiale. Et bien sûr, on parlait du search et du SEA de shopping, mais il y a tout le scope autour de cela qu'il ne faut pas négliger non plus. C'est, j'allais dire, la transition de fin de présentation, mais toute la partie notoriété, social ads, display, etc. Il faut la faire fonctionner en synergie avec le search. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de tout relier. Et il faut avoir cette vue globale avec un tracking unifié et des audiences mutualisées entre toutes les plateformes de façon à pouvoir faire une stratégie complète. Donc, pour résumer, je vous ai fait une petite checklist des bonnes pratiques pour un déconfinement gagnant. Assurer la continuité et garder en mémoire votre bassin d'audience, c'est-à-dire ne coupez pas la communication. On a vu les statistiques au début de présentation. Il y a de l'épargne qui a été mise de côté, il y a des acheteurs qui swiftent sur le digital et il y a vraiment une véritable envie de consommer. Donc, continuez de communiquer et faites fonctionner les bassins qui sont venus chez vous pendant le confinement. Réévaluez peut-être votre parcours de conversion en fonction des nouveaux comportements, des nouveaux usages qui peuvent se créer après le confinement. Surtout, voilà, continuez de communiquer avec vos clients existants, ne les lâchez pas et continuez de créer, d'engager avec eux. Adaptez vos investissements à la demande. Donc, si vous constatez que là, ça repart, adaptez bien sûr vos enveloppes budgétaires. Adaptez le message en fonction de vos audiences, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est venu, montrez-lui peut-être un code, quelque chose. Communiquez sur les mesures prises, c'est très important dans vos annonces. Est-ce que vous livrez sans contact? Est-ce que vous avez pris la mesure de ce qui se passe? Est-ce que vous proposez des services adaptés? Communiquez dessus dans les annonces, revoyez le wording. Et avec tout ça, absorber la reprise d'activité post